Lewis Hamilton a accordé une interview à l'équipe que, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser ensemble. Il a clarifié certains points de sa première année chez Ferrari, il a dit avec qui il a le plus parlé, il s'est exprimé sur la saison, sur l'année prochaine. Nous allons également voir les déclarations de Vasseur avant le week-end de Bakou, ainsi que la préparation de Ferrari. Nous devons parler de Red Bull, nous devons aussi parler des nouvelles règles sur les ailerons pour 2026. Et nous ne devons pas oublier Cadillac, car il y a beaucoup à dire sur la simulation de Perez, avec également Domenicali, qui est à la recherche de nouveaux commissaires. Maintenant, voyons tout en détail. N'oublie pas de laisser un like si tu aimes les vidéos, de t'abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et de Ferrari. Commençons tout de suite. Je n'ai parlé ni avec Alonso ni avec Vettel de Ferrari. Avec Fernando, je ne parle pas beaucoup, tandis que Seb a toujours été un grand ami et un grand soutien. C'est ce qu'a dit Lewis Hamilton dans une interview exclusive à l'équipe. J'avais l'intention d'appeler Vettel pendant la pause estivale et je le ferai bientôt. Je ne l'ai pas encore fait parce que je ne voulais pas avoir de préjugés. Après 6 à 8 mois d'expérience, j'aurai une vision plus précise et à ce moment-là, j'en parlerai avec lui. Ce sont des mots qui montrent bien le moment que vit Hamilton. En effet, Ferrari n'a pas eu de champion du monde dans l'équipe de 2021 à 2024. Il y avait Charles Leclerc et Carlos Sainz, ce dernier choisi par Binotto à la place de Sébastien Vettel. Avant cela, il y avait Vettel pour reprendre l'héritage d'Alonso en 2015 et aucun des deux, cependant, n'a réussi à ramener Ferrari au titre. Hamilton, en revanche, est arrivé en 2025 avec un palmarès énorme. 7 titres mondiaux, un record qu'il partage avec Michael Schumacher, mais son aventure chez Ferrari, du moins jusqu'ici, s'est révélée beaucoup plus compliquée que prévu. Et c'est là que réside le point. Le fait que Lewis n'ait pas voulu parler immédiatement avec Vettel est significatif, car Seb connaît très bien la réalité de Ferrari. De 2015 à 2020, il a vécu des joies et de grandes déceptions, et aujourd'hui, il est probablement la personne qui peut le mieux conseiller Hamilton sur la façon de gérer les pressions de Maranello, les relations internes et aussi l'environnement externe. En même temps, Lewis veut se construire une expérience directe, sans influence et préjugés. De mon point de vue, c'est un choix intelligent. Hamilton sait que Ferrari est une équipe unique. Elle a un poids politique énorme, un niveau de pression médiatique qui n'existe nulle part ailleurs et surtout une attente infinie de résultats. Il est juste que, avant d'écouter l'expérience de Vettel, il se construise la sienne. Ce n'est qu'après 6-8 mois, lorsqu'il aura touché du doigt les dynamiques techniques et humaines, qu'il pourra vraiment tirer profit d'une confrontation avec Sébastien Vettel. Techniquement, sa saison jusqu'à présent le démontre. Hamilton a eu du mal à interpréter la SF25, une monoplace très différente des Mercedes avec lesquelles il a gagné. Ferrari lui a donné un package compétitif, mais discontinu, et les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Il est clair que l'adaptation est plus difficile que prévu. En résumé, Hamilton vit sur ses épaules ce que tant de champions ont éprouvé avant lui. Courir avec Ferrari est un honneur, mais aussi un poids énorme. Le talent ne suffit pas, il faut la capacité de supporter le contexte. Et le fait qu'il parlera bientôt avec Vettel montre qu'Hamilton ne se contente pas de conduire, mais veut aussi comprendre en profondeur ce que signifie être un champion du monde avec la combinaison rouge. Et déjà ce week-end, nous attendons beaucoup de Lewis Hamilton, qui doit essayer de faire mieux que lors du dernier Grand Prix à Monza, en Italie, où il a été contraint de remonter, tandis qu'ici à Bakou, nous voulons voir un Hamilton qui part plus en avant, peut-être dans le top 5. Quant au fait qu'il ne se soit pas exprimé ni avec Vettel ni avec Alonso, je m'y attendais. Hamilton, avant de prendre toute décision, attend longtemps, il veut évaluer tous les facteurs décisifs. Avec Alonso, il le respecte beaucoup en tant que champion, mais ils n'ont pas de relation d'amitié. Au contraire, avec Vettel, oui, et la relation entre Hamilton et Vettel s'est beaucoup améliorée au fil des ans. C'est justement à Bakou en 2017 qu'il y a eu le fameux accrochage entre les deux, causé par Sébastien Vettel lui-même. À partir de là, ils ont quand même réussi à renouer les relations et à devenir amis. Et l'objectif de Ferrari à Bakou est d'obtenir la 5e pole position consécutive avec Charles Leclerc. Et pour cela, Ferrari a monté une solution hybride sur l'aileron arrière qui reprend le package vu à Spa en Belgique, mais adapté aux exigences particulières de l'Azerbaïdjan. Voyons de quoi il s'agit. Oliver Elwig, ingénieur de performance de Ferrari, l'a expliqué clairement. Ici, il faut minimiser la résistance pour avoir une vitesse de pointe plus élevée, mais il faut aussi de l'appui pour freiner fort et avoir de l'adhérence dans les virages lents. Et voilà donc l'aileron arrière hybride de Ferrari. Le profil principal est similaire à celui de Spa, mais il n'y a plus d'appui par rapport à Monza, mais il est quand même allégé. Il y a des supports externes de l'aileron mobile qui sont carrés pour maximiser l'appui dans cette zone et le flap est ajusté et raccourci avec un petit V central et une section réduite vers l'extrémité. Un choix qui abaisse la résistance en ligne droite sans sacrifier trop la stabilité. Une solution presque artisanale taillée sur mesure pour Bakou. Car au-delà du compromis aérodynamique, il y a un autre sujet, les pneus.
Pensez que Pirelli craint que les pneus avant perdent jusqu'à 40 degrés de température avant le freinage après la ligne d'arrivée. Et c'est précisément ici que Ferrari doit jouer ses cartes. Privilégiera-t-elle la vitesse maximale ou un meilleur grip en courbe? Une chose est certaine, la SF25 doit exploiter chaque détail pour rester dans la lutte en tête, au moins pour le podium. Les rivaux sont nombreux, mais la Rossa a toujours montré qu'elle était rapide ici à bas coût. Nous devons également commenter des nouvelles supplémentaires concernant la question de Wolf Zimmermann et Lars Schmidt, deux motoristes qui se dirigent vers Audi en provenance de Ferrari. Mais voyons en détail pourquoi c'est une nouvelle si importante pour Ferrari. La vérité est que Wolf Zimmermann et Lars Schmidt avaient tous deux déjà terminé leur travail sur le projet 2026 de Ferrari avant de partir. En d'autres termes, le moteur Ferrari est déjà bien avancé et n'est pas du tout en retard comme certains voudraient le faire croire. Et il y a beaucoup de rumeurs circulant sur le marché des techniciens. Au moment où toutes les écuries font des pieds et des mains pour s'accaparer des ingénieurs expérimentés sur les nouvelles unités de puissance, discréditer Ferrari devient une stratégie. Des rumeurs de retard se répandent pour effrayer les talents et les convaincre de signer dans d'autres équipes. C'est un jeu politique que nous avons vu 1000 fois en Formule 1. Il suffit de penser à la façon dont certaines indiscrétions ont influencé les choix de pilotes et d'ingénieurs au fil des ans. Et voici la partie intéressante. À Maranello, il y a une grande confiance dans le travail de l'équipe dirigée par Enrico Gualtieri. Le moteur 2026 est déjà à un stade avancé et les données au banc apportent de la tranquillité. Le véritable enjeu sera d'intégrer la nouvelle unité de puissance avec le châssis et avec les règles aérodynamiques qui changeront tout à partir de 2026. Les monoplaces seront plus légères, plus compactes et avec 50% de la puissance confiée à la partie électrique. La politique dans le paddock ne meurt jamais. Aujourd'hui, on vise à construire un récit d'une Ferrari en difficulté, tandis que Mercedes est peinte comme la favorite absolue. Mais la réalité pourrait être moins évidente. Le développement moteur de Ferrari est solide et les départs n'ont pas laissé de véritables trous techniques. Bien sûr, il reste la bataille pour retenir des figures comme Diego Tondi, donné en balance, une autre pièce précieuse que de nombreuses équipes courtisent. De mon point de vue, le tableau est clair. Nous sommes face à une guerre de perception. En Formule 1, le résultat technique est fondamental, mais tout autant l'est la crédibilité que l'on construit en dehors de la piste. Si vous faites croire au paddock que vous êtes en retard, vous risquez de perdre des figures clés. Si au contraire vous montrez de la confiance, vous attirez les talents et c'est sur ce terrain que se jouera une grande partie du défi pour 2026. Ferrari ne doit pas tomber dans le piège, elle doit blinder son équipe et continuer à travailler en silence et arriver au test 2026 avec les chiffres en main. À ce moment-là, les rumeurs politiques ne compteront plus. Et en parlant justement de 2026, les premières simulations sur les nouvelles monoplaces ont également émergé. Voyons ce que nous disent les données. Après les tests Pirelli dédiés aux nouveaux pneus, Mario Isola a confirmé que la marge entre l'équipe la plus avancée et celle la plus en retard peut atteindre jusqu'à 20% de différence de performance. Une énormité si l'on pense qu'en Formule 1, souvent quelques dixièmes décident du sort d'un championnat. Ferrari a participé attentivement à ces tests, essayant également les ailes avant mobiles juste après le GP d'Hongrie avec Alpine. C'est un détail important car ces solutions aérodynamiques seront centrales en 2026 pour réduire la résistance sur les lignes droites et maximiser la vitesse sans trop compromettre la charge dans les courbes. Selon Mario Isola, les simulations livrées avant le 30 juin sont encore imprécises, mais elles servent à Pirelli pour commencer à sélectionner les composés. Ce n'est qu'en décembre que les données les plus précises arriveront. En attendant, la maison milanaise travaille sur une gamme plus large d'options, justement pour couvrir les incertitudes entre les différents projets. Pendant ce temps, dans le paddock, la rumeur circule que Mercedes est déjà très avancée, surtout du côté moteur, et qu'elle pourrait arriver en 2026 avec un avantage technique important. Mais la vérité est que presque toutes les équipes ont désormais abandonné le développement des voitures actuelles et concentrent toutes les ressources sur le nouveau règlement. De mon point de vue, la donnée de 20% de différence doit être prise avec des pincettes. Il est vrai que les simulations montrent des écarts énormes, mais historiquement, au banc et au CFD, les chiffres tendent à se réduire lorsque les voitures descendent vraiment en piste. Ce qui est cependant clair, c'est qu'il y aura un écart initial très large et que ceux qui partiront en arrière risquent d'y rester longtemps, car le règlement 2026 réduit drastiquement les zones de développement. Pour Ferrari, la priorité n'est pas seulement d'avoir un moteur compétitif sur lequel de Maranello filtre la confiance, mais aussi de trouver rapidement le bon compromis châssis aérodynamique. Vasseur l'a dit, nous avons des améliorations dans chaque domaine, mais il faut réagir vite. En d'autres termes, 2026 ne sera pas une année de transition. Soit vous partez fort tout de suite, soit vous risquez de brûler un cycle entier. En résumé, les données Pirelli nous racontent un avenir incertain et plein de variables. Mais une chose est certaine, celui qui devine la première voiture de 2026 pourrait avoir un avantage énorme destiné à durer des années. Et cette fois, Ferrari ne peut pas se permettre de manquer le rendez-vous.
et parlons d'un problème réel des voitures 2026. Sur les ailes avant mobiles, parlons du refroidissement des pneus avant sur les lignes droites. En effet, certaines équipes ont signalé à Pirelli que l'aérodynamique active des prochaines monoplaces pourrait rendre difficile le maintien des pneus dans la bonne fenêtre de température. À partir de 2026, en effet, tant l'aileron avant que l'aileron arrière seront dotés d'une aérodynamique active avec une efficacité 3 fois supérieure à l'actuel DRS. Ça signifie que, sur la ligne droite, les ailes s'ouvrent et se referment drastiquement avec l'augmentation et la diminution de la charge aérodynamique, permettant d'atteindre des vitesses de pointe plus élevées sur les lignes droites. Mais il y a un effet secondaire. Moins de charge signifie moins de pression du pneu sur l'asphalte, donc moins de déformation et moins de chaleur générée. À cela s'ajoute la très grande vitesse qui accentue le refroidissement par effet de l'air. Et le résultat est que les pneus avant risquent de perdre même plus de 30 degrés sur les lignes droites les plus longues. Cela se produit déjà à bas coût et il y a le danger de sortir de la fenêtre et de compromettre l'adhérence à l'entrée du virage, conduisant la voiture vers le sous-virage. Le problème ne concerne pas les pneus arrière qui souffrent souvent de surchauffe. La véritable criticité est à l'avant et pas sur tous les circuits. Les tracés lents comme Budapest n'auront pas de difficultés, mais sur les pistes à haute vitesse avec de longues lignes droites, la question devient sérieuse. À partir de 2026, les jantes ne seront plus standardisées. Chaque équipe pourra les concevoir et cela ouvre un nouveau front de développement. Le lien thermique entre les freins et les jantes, en effet, peut devenir une arme pour transférer de la chaleur aux pneus avant et les maintenir en température. La FIA a déjà introduit des contraintes pour limiter ces échanges, mais l'histoire enseigne que les équipes trouveront quand même des marges de manœuvre. Ceux qui sauront exploiter les jantes comme outil de gestion thermique pourraient avoir un avantage important. Et ici, on voit la complexité des nouvelles règles 2026. Il ne suffira pas de faire un moteur puissant ou un châssis léger. Il faudra aussi résoudre de nouveaux problèmes comme celui de la température des pneus. C'est un scénario classique de Formule 1. Il y a une solution technique, à savoir les ailes mobiles, qui résolvent un problème, à savoir l'efficacité, mais en ouvrant un autre, à savoir le refroidissement. Personnellement, je pense que ce sera l'une des zones décisives de développement. Les équipes qui trouveront le meilleur compromis entre aérodynamique active et gestion thermique des pneus partiront avec un avantage énorme. Et, avec les jantes de nouveau libres, nous pourrions assister à une nouvelle course aux solutions créatives, un peu comme c'était le cas il y a des années avec les systèmes de soufflage ou les conduits de frein. 2026 ne sera pas seulement une révolution réglementaire. Ce sera aussi un défi politique et technique pour contourner les limites imposées et trouver ces détails qui font la différence. Et en parlant de 2026, nous devons aussi approfondir le thème de Cadillac, car Pirelli prépare un nouveau test en vue de 2026. Le Mexicain, tout juste rentré d'un événement aux États-Unis, a confirmé « Je serai d'abord à Charlotte, puis en Angleterre. Sur place, je travaillerai au simulateur, mais je piloterai aussi une monoplace de Formule 1. Je dois commencer à me préparer, surtout physiquement. Le coup a perdu de la tonicité et je dois revenir à 100% pour affronter la prochaine saison. La voiture choisie pour le test de Perez est la Ferrari SF23 de 2023. Selon des indiscrétions, Cadillac aurait conclu un accord avec Maranello pour utiliser une voiture de la saison passée comme voiture de test. Un choix logique, puisqu'à partir de 2026, l'équipe américaine utilisera l'unité de puissance de Ferrari avec également la boîte de vitesse et la suspension de la nouvelle 678. Ce mouvement n'est pas seulement un banc d'essai pour Pirelli, il sert à toute l'équipe pour se familiariser avec la logistique, les rythmes et les complexités d'un week-end réel. Après avoir simulé un week-end de course à Monza avec son propre personnel, Cadillac investit d'énormes ressources non seulement pour préparer la voiture 2026, mais aussi pour recruter des techniciens et habituer le personnel aux 24 Grands Prix prévus au calendrier. Ce test est un signal fort. Cadillac ne veut pas être une équipe de second plan, elle construit des bases solides et a choisi de se fier à une Ferrari pour apprendre dès le départ comment fonctionne un projet gagnant. Pirelli, de son côté, doit démontrer qu'il peut encore être compétitif et commencer à réhabituer son corps aux sollicitations d'une Formule 1. Pour moi, c'est une opération intelligente. Au lieu d'attendre 2026, Cadillac utilise une année d'avance pour réduire la courbe d'apprentissage. La collaboration avec Maranello pourrait être la clé pour ne pas partir trop en arrière. Nous ne verrons pas de performance de premier plan lors de ces tests, mais nous comprendrons si Cadillac a vraiment le sérieux et l'organisation pour devenir un projet compétitif. Enfin, nous devons aussi parler du choix de Stefano Domenicali de recruter de nouveaux commissaires professionnels. Voyons tout en détail. Depuis des années, on discute de l'incohérence dans les verdicts des commissaires de course. Le système basé sur des commissaires volontaires a conduit à des décisions contrastées pour des épisodes très similaires. Domenicali le sait bien et ne se cache pas. Il faut améliorer le système des commissaires et donner plus d'uniformité de jugement. La Formule 1 est prête à investir pour garantir professionnalisme et crédibilité au championnat. C'est pourquoi il a dit qu'ils doivent trouver un équilibre entre la FIA et la Formule 1.
Et Domenicali a été direct. Aujourd'hui, la Formule 1 est complexe, technique, sportive, mais aussi financière. Il faut un système de professionnels rémunérés et nous sommes prêts à faire notre part. Il a également ajouté, nous devons trouver un équilibre. La FIA et la Formule 1 doivent travailler main dans la main, mais les équipes doivent continuer à avoir leur mot à dire. La centralité de la commission F1 doit être renforcée et Domenicali aborde deux questions que la Formule 1 ne peut plus reporter. Les commissaires professionnels sont désormais indispensables. Il y a trop d'épisodes ces dernières années qui ont mis la Formule 1 dans l'embarras avec des sanctions incohérentes qui ont fait plus parler que les courses elles-mêmes. Il faut de la stabilité, de la compétence et de la continuité de jugement. Sur le plan gouvernemental, le risque est que la commission F1 devienne un organe formel, mais peu incisif. Si l'on veut vraiment donner plus de pouvoir aux équipes, il faut éviter que les décisions soient bloquées par ceux qui n'ont pas de marge de manœuvre. Sinon le système reste lent et peu efficace. En résumé, Domenicali a raison. La Formule 1 croît au niveau médiatique et commercial, mais si les problèmes de crédibilité et de gouvernance ne sont pas résolus, elle risque de se nuire elle-même. Des professionnels à la direction de course et une commission agile et autoritaire seraient deux avancées gigantesques. Faites-moi savoir dans les commentaires votre opinion sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Comment aimeriez-vous améliorer la Formule 1? Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle sur la Formule 1 et sur Ferrari. Ici Rasta, c'est tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo.